Bah ça y est, je crois que c'est un début de live, Sabrina. Ravie d'être avec toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Moi, je m'appelle Marie Trébert. Aujourd'hui, je vais être votre hôte dans cette mission martienne. Alors, à côté de moi, on a des super médiateurs, médiatrices scientifiques, dont Sabrina. Toi, tu es médiatrice scientifique au sein de l'unité d'astronomie et astrophysique au Palais de la Découverte. C'est ça. Super, bah merci d'être avec nous aujourd'hui. Et on a Gaby, alors on le voit pas, mais il est là-bas, Ouais. si on t'entend, Gaby. Salut. Toi, tu es médiateur numérique au Tout à fait. Carrefour numérique, avec un petit 2 au carré à côté. Alors aujourd'hui, pourquoi on est en live? Parce qu'on va faire un voyage incroyable sur Mars, tous et toutes ensemble. Et pour nous immerger justement dans ce voyage, eh bien, on va jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Mars 2084. Et c'est un jeu qui est proposé à l'occasion du Festival des créations immersives. Peut-être avant de commencer à jouer, Gaby, tu peux nous expliquer ce que c'est un peu ce festival? Troisième édition de notre festival. Et aujourd'hui, on a décidé de le dédier aux créations immersives. Et on parle autant de réalité virtuelle que de XR. On appelle aussi la réalité étendue, Extended Reality. Et on a autant des expériences au casque que des planétariums et au téléphone. Tant que le matériel. Et il y a trois parties. Il y a les créateurs de contenu immersif, les professionnels qui développent des nouveaux usages et aussi le public qui peut venir tester tout un tas d'expériences comme aujourd'hui le métavers. Trop bien, eh ben, on a hâte. Alors peut-être que pendant que tu commences à te lancer dans le jeu, tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi ce jeu en particulier, Mars 2084? En fait, on a la Cité des Sciences a commencé depuis quelques années à expérimenter de continuer l'expérience du musée en ligne. Et là, vu qu'on a pensé à renouveler complètement le Mission Spatiale, qui était une des expositions fortes de la Cité des Sciences, on a voulu compléter l'exploration avec une exploration en ligne. Et le métavers s'y prêtait bien, puisque l'exposition, si vous venez la voir, traite pas mal des explorations lunaires. Et là, on va plutôt parler d'exploration martienne. Est-ce que tu es prêt à lancer le jeu? Allez, c'est parti. Alors le temps que Gaby lance le jeu, on va vous raconter un petit peu le pitch de ce jeu. Donc Mars 2084, le concept c'est qu'on va incarner un petit robot qui est donc dans une base abandonnée sur la planète Mars. Et on va avoir un objectif, déterminer l'emplacement idéal pour poser une nouvelle base viable pour les humains, en accomplissant diverses missions que Gaby va mener du coup pour nous. Mais au cours de cette quête, on va se rendre compte quand même qu'il y a un petit souci, c'est qu'il semble que les humains ont complètement disparu de cette base. Tu y as joué toi, Sabrina? Oui, j'ai essayé. T'as essayé? J'ai essayé. J'ai pas tout réussi, mais... Alors, qu'est-ce qui s'est passé et où sont ces humains? Gaby, est-ce que c'est un jeu auquel tout le monde peut jouer? C'est un jeu en ligne? Comment ça se passe? Oui, tout à fait, c'est une expérience en ligne. Tout à l'heure, j'ai évoqué rapidement l'idée que ça reposait sur un métavers. Et la Cité des Sciences, qui est le premier musée à avoir fait cette expérience, a voulu en fait utiliser à la fois un environnement qui est en ligne, où plusieurs personnes peuvent se rencontrer dessus. L'environnement, il est persistant, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui restent dans les serveurs. Et puis les gens peuvent, comme vous allez le voir là avec mon petit personnage, mon robot, personnaliser leur avatar et faire évoluer leur avatar. Donc là, moi, j'ai choisi un petit avatar doré. Il y en a d'autres. On verra si on évolue dans la base et qu'on voit plusieurs personnes, justement découvrir quelle personnalisation ils ont choisi. Et là, comme on parle un peu de créations immersives aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les caractéristiques d'un métavers? Donc, je viens de le citer, il y a à la fois cette idée d'avoir un environnement, très souvent c'est un environnement virtuel inspiré d'un monde de jeux vidéo et qui est persistant sur un serveur, ce qui permet de, même quand on arrête de jouer, de faire, enfin le monde évolue avec les autres joueurs. Donc, ça c'est une des parties. La deuxième partie va plutôt toucher, comme je disais, le côté personnalisation. Je vais pouvoir obtenir des personnalisations de mon avatar en dehors de l'univers et les importer dans cet univers, voire l'inverse, les acquérir dans cet univers et les emmener ailleurs. Et la troisième partie, c'est vraiment la dimension sociale, c'est que les gens vont pouvoir échanger entre eux, peut-être faire des entre eux,
et voire même se proposer d'autres. Trop bien. Alors du coup, là, tu as personnalisé ton petit robot que tu vas incarner tout au long de cette heure de live. Est-ce que tu peux peut-être nous amener vers la première mission ? Ouais, et petit supplément, comme on est très inspiré d'un univers de jeux vidéo, je démarre avec un tutoriel qui va m'expliquer un petit peu les manipulations. Pour les gens qui sont très loin du monde de jeux vidéo, c'est hyper simple, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement avoir cette immersion dans un personnage qu'on manipule. Donc là, je vais passer le petit tutoriel. Quand on arrive dans la base, c'est vraiment ici, un peu la zone d'accueil. Donc je peux voir des avatars qui attendent, qui sont connectés. On a quelques postes à côté de nous où les gens peuvent se saisir en live au carrefour des postes et m'accompagner dans ma quête. Voilà, donc je me balade. Là, on m'explique un petit peu comment je peux bouger la caméra avec ma souris. Voilà, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Je peux me rapprocher de mon personnage. Bon, pour celles et ceux qui nous regardent, en tout cas, c'est hyper simple, hyper intuitif et très bien expliqué. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur le jeu et à en profiter. Donc là, ça y est, tu es dans la petite base ? Ouais, et là, on me propose d'interagir avec une IA qui s'appelle l'IA. Ok. Et donc, dans cette base, vous voyez, on voit de la poussière de Mars un peu partout. Et surtout, on a des robots qui discutent avec d'autres robots, mais qui sont plutôt sous la forme d'intelligence artificielle. Alors, on me dit qu'il y a des dangers et que la quête, c'est de choisir l'endroit idéal, comme tu l'as dit tout à l'heure, où on pourrait établir une nouvelle base martienne adaptée pour les humains. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer ? On va partir, on va suivre notre petite quête de mission qui est indiquée. Donc là, on va faire juste un petit truc où c'est un petit peu pour voir si on sait utiliser la machine. J'affiche la carte de la base et je vois que la petite zone bleue là avec un télescope et une planète, c'est vers là que je vais me diriger. Ah, il y a quelqu'un qui est avec moi, salut. Coucou Gabi. Et je laisse ma carte et je vais me déplacer vers communication. Je peux échanger au micro. Donc c'est ça qui est intéressant. On retrouve un peu des mécaniques qu'on a dans d'autres jeux vidéo. Donc je pourrais aussi, si j'avais branché un microcast sur mon ordi, discuter avec les gens qui sont là. Ok, donc là on a un plan de la base. Qu'est-ce que c'est ? Ah, le plan de la base, c'est la carte. J'en suis parti très vite. C'était juste la carte qui nous indique qu'il y a 3 zones intéressantes. Okay. Il y a une zone qui va être la zone plutôt d'observation, qui est dans les premières missions du jeu, et une autre zone qui va être une zone de pilotage, qui sera dans les missions un peu plus avancées, qu'on va sûrement découvrir juste après. Gabi, pendant que tu te diriges vers la première mission, on va commencer à l'introduire avec Sabrina. Super. Tu nous dis quand tu es au point avec le petit encadré. La première mission qu'on va suivre, elle s'appelle Planète en vue. Donc le petit robot va se confronter à cette mission. Et Sabrina, tu vas nous aider un petit peu à la comprendre. Pour comprendre, on va nous parler d'une date très précise qui est le 10 novembre 2084 et qui est apparemment un jour très spécial sur cette base martienne. Pourquoi ? Alors effectivement, le 10 novembre 2084, si on se trouve sur Mars, eh bien, on pourra observer le transit de la Terre devant le Soleil. Ok. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un transit ? Oui. Donc le transit, c'est le passage d'un objet céleste entre l'observateur et l'objet observé, donc plus loin. Ok. Donc, typiquement, des transits, on peut en observer sur Terre. On peut voir le transit de Vénus devant le Soleil, le transit de Mercure devant le Soleil. Ce sont des planètes plus proches. Et de notre vivant, on a vécu ou on va vivre ce genre de transit ? On voit des transits, on en a vu, alors j'ai mes petites notes pour les dates, mais le prochain de Mercure, c'est en 2032, par exemple, et celui de Vénus en 2117. Donc là, il faut être un peu plus patient. Mais effectivement, ce sont des événements astronomiques assez rares, mais qu'on peut observer une fois. Okay. Et alors, on peut parler aussi des satellites naturels de Mars. Il y en a un qui s'appelle Phobos, c'est en 2004. Donc, il est rentré en transit et c'est un moment qui a été capturé par Opportunity. Et est-ce que tu peux peut-être nous en parler ? Oui, donc Mars, elle a 2 satellites naturels, Phobos et Deimos. Alors, ils sont beaucoup plus petits que notre Lune, donc ils ne sont pas ronds, ils ont la forme patatoïde, comme des astéroïdes. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec les transits, c'est que ce n'est pas forcément des objets ronds, ça peut être des objets comme les astéroïdes. Et Opportunity, donc un des rovers qui roule en ce moment sur Mars, a levé la tête vers le ciel. Et effectivement, il a vu Phobos passer devant le Soleil. Donc, c'est un transit de Phobos devant le Soleil, observé depuis Mars. Ça marche. Je crois que Gabi est à son point de mission.
On va lire le petit encadré. Donc il y a écrit « Cet événement s'appelle un transit, à ne pas confondre avec une éclipse, car l'astre en question est de trop petite taille pour cacher le soleil. Mais mon jeune ami, je me doute que tu avais déjà connaissance de cette subtilité. » Qu'est-ce que tu as à faire pour la suite, Gaby ? Donc là, j'ai pris juste le temps d'afficher ça et ouais, je vais me déplacer vers voilà, là je règle le satellite. Je l'ai fait assez rapidement parce que c'est pas forcément la partie la plus intéressante. Puisque ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est de pouvoir régler directement sur la grande console le transit. Mais avant, on va aller faire un petit tour directement à la fenêtre pour aller observer le transit. Sabrina, on a vu que dans le petit encadré, il y avait le mot éclipse. C'est quoi la différence entre un transit et une éclipse ? Ça va être sur la taille apparente de l'objet qui passe devant. Donc pour Phobos, dont on a parlé, c'est un transit, mais c'est également une éclipse partielle, puisque la taille apparente est assez conséquente, ça va projeter une ombre. Lorsque notre Lune éclipse partiellement ou totalement le Soleil, on parle donc d'éclipse. En soi, c'est un transit, un objet passe devant, mais comme il y a une ombre projetée, puisque le diamètre apparent est assez gros, et bien voilà, on différencie par ce terme d'éclipse. Et je crois que ce qui est assez fou, c'est que je crois que ce matin, tu as fait une observation d'éclipse partielle de Soleil. Oui, ce matin, on avait la chance de pouvoir observer effectivement une éclipse partielle, donc elle était à peu près à 25% depuis Paris, un peu plus à 30% dans l'ouest. Donc voilà, observation qu'on a pu faire ici et aux étincelles. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on voit à l'image ? Là, nous sommes en train d'observer le transit de la Terre. Donc c'est la Terre que l'on voit devant le Soleil depuis une position sur Mars. Ok. Gaby, qu'est-ce que tu as à faire pour la suite ? C'est un moment un petit peu plus contemplatif que les autres. C'est que, comme vous pouvez le voir, la vitesse de déplacement est un peu lente. Je pensais qu'on pouvait s'attarder 30 secondes dessus si vous avez un petit peu à rajouter pour pouvoir voir le déplacement. Sabrina, tu nous as dit que ce matin, c'était une éclipse partielle à 25%. Oui. C'est quand qu'on peut en voir une totale ? Alors, une totale l'année prochaine, en août, donc en 2026. Depuis Paris, elle sera à 90%. Pas mal. On ne pourra pas voir la totalité, mais si on va passer les vacances en Espagne, effectivement, on pourra tout à fait l'observer. Donc 2026, à noter. Trop bien. Peut-être qu'on peut se questionner. Alors tout à l'heure, on a vu un petit encadré avec écrit, ça parlait d'intensité lumineuse. Oui. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Est-ce qu'on va revenir sur l'encadré ? On va y revenir tout à l'heure. Alors, on va revenir effectivement sur le terme de transit, puisque c'est ce que nous sommes en train d'observer. Et vous avez peut-être déjà vu, vous êtes peut-être déjà en train de voir, on a un petit décalage, mais effectivement, on parle de courbe d'intensité. Donc lorsqu'on regarde notre étoile, on va regarder sa luminosité. Et lorsqu'il y a un transit, un objet qui passe entre nous et puis l'objet observé, on va avoir une baisse de luminosité. Et ça va se traduire comment sur notre graphe ? Par cette petite cloche que vous voyez de la courbe. Ce qu'on appelle donc une courbe de luminosité. Bon, on va en reparler dans un petit instant. Gaby, tu viens d'accomplir ta première mission. J'ai vu des confettis partout. Ouais. Ah oui. Ça y est, c'est gagné. Et là, console qui me permet de savoir si... quelle planète et où elle se positionne. Il a un tutoriel pour savoir comment je vais manipuler l'ordinateur qui est devant moi. Ok. Identité de la planète. Voilà, l'identité de la planète. On va tester la simulation. Donc là, il faut que je règle la courbe d'intensité lumineuse. Peut-être qu'on peut avoir un petit peu plus d'éclairage là-dessus. Je vais à tâtons avancer sur ma machine. Vous allez voir. Ça te parle, Sabrina, ce qu'on voit à l'image ? Oui, alors ce qu'on va voir justement, donc ces transits, ça va nous permettre notamment de détecter des exoplanètes, ce qu'on appelle la méthode des transits. Donc on va se servir de cette baisse de luminosité pour détecter indirectement des exoplanètes. Donc on va regarder l'étoile haute autour duquel l'exoplanète va tourner et on va voir cette baisse de luminosité que l'on va retrouver de façon périodique si c'est bien une planète qui fait son mouvement de révolution autour de l'étoile. Et quand tu parles je te coupe, de détection indirecte, c'est parce qu'en fait on ne regarde pas la planète du coup. On ne la regarde pas, effectivement. On regarde l'étoile.
Et suivant la taille de l'exoplanète, hein, on peut imaginer tout à fait d'avoir une plus grande baisse de luminosité. Hein, si la planète est plus grande, c'est une plus petite si la planète est plus petite, pour faire simple. C'est l'idée. Donc on va voir ces courbes qui vont dépendre de cette taille-là, qui va nous permettre en fait de déduire la taille de ces exoplanètes. Alors on comprend également avec cette méthode que ça va être plus facile pour nous de détecter de manière indirecte des objets qui sont proches de l'étoile, hein, parce que l'idée c'est d'avoir plusieurs périodes pour bien confirmer que c'est une planète, hein, parce que c'est juste un objet qui passe devant, et bien cette courbe, cette baisse de luminosité, on va la retrouver qu'une fois. Si elle passe tous les 3 mois, tous les 6 mois, hein, et bien on va retrouver cette périodicité, et là à ce moment-là on pourra déduire que c'est bien une exoplanète avec sa période de révolution et puis la taille de l'objet. Ouais, j'allais te demander quelles caractéristiques d'exoplanète ça nous donne exactement cette observation indirecte. Principalement, ce qu'on peut trouver facilement avec des petits guillemets, hein, avec cette méthode, ce qu'on appelle des Jupiters chauds. Donc, ce sont des planètes très proches du Soleil, donc mouvement de révolution, enfin période de révolution assez rapide. Et puis, ce sont des gros objets, hein, donc des Jupiters, donc la taille de Jupiter est chaude puisque proche du Soleil. Voilà, principalement ce qu'on peut trouver avec cette méthode. Ok, donc là, on voit le petit encadré qui récap un peu tout ça. Alors, comment trouver la période de révolution d'une planète? En observant l'étoile sur une assez longue période et en relevant 2 diminutions similaires de son intensité lumineuse, il est possible de déduire le transit d'un astre et sa période de révolution. Donc, c'est ce que tu viens de dire. Gabi, c'est quoi la suite? Alors, la suite, je vais du coup essayer d'identifier la zone d'habitabilité. Et si on a un peu de temps, on pourra comprendre un peu mieux où est-ce qu'on s'installe sur Mars. Voilà. Et Sabrina, pourquoi c'est important d'étudier ces transits finalement? Justement pour les exoplanètes, pour caractériser les exoplanètes. Avec la méthode des transits, on peut avoir plus ou moins la taille de l'objet, sa période de révolution. Et ce que fait le JWST en ce moment, c'est également caractériser les atmosphères des exoplanètes en utilisant cette méthode. Trop bien. Alors la suite, comment trouver la période de révolution d'une planète? Donc alors là, c'est le reste de l'affichage de la mission d'avant, mais c'est toujours lié à la méthode des transits. Yes. Je passe ça assez rapidement. Et on te suit. Du coup, là, on est sur la zone d'habitabilité. Voilà. Ok, alors c'est quoi la zone d'habitabilité peut-être, Sabrina? Alors on l'a défini par rapport à l'étoile, une zone où si une planète se trouve bien dans cette zone, elle n'est ni trop proche ni trop éloignée pour qu'il y ait de l'eau potentiellement liquide à sa surface. Ok, c'est vraiment la caractéristique, enfin c'est l'eau. C'est comme ça qu'on définit, c'est l'eau liquide en surface. Ok. Mais du coup, est-ce qu'il y a de l'eau sur Mars? Alors, il y a plein d'eau sur Mars, hein, mais de l'eau liquide en surface, non. Alors, Mars, elle est plus ou moins dans cette zone, ça dépend. Il faut imaginer, Mars, elle fait le tour du Soleil. C'est pas exactement un cercle qui est décrit comme trajectoire. C'est une ellipse, c'est un petit peu étiré. Donc, de temps en temps, elle est un petit peu dans cette zone d'habitabilité. Pour autant, il n'y a pas d'eau liquide sur Mars. On est d'accord aujourd'hui. Il fait bien trop froid, température moyenne de moins 60 degrés. Donc, c'est un petit peu frais. Donc voilà, mais cette zone d'habitabilité nous donne quand même une première estimation. Ce qui ne veut pas dire, attention, qu'il y a forcément de l'eau liquide. Mais à un moment, il y a eu de l'eau liquide sur Mars? Il y a eu de l'eau liquide il y a environ 3,5 milliards d'années. On a les preuves, on voit des traces d'écoulement, donc des anciens lits de rivière, et puis nos robots, nos rovers, ce qu'on appelle les astromobiles, qui ont trouvé des argiles, donc des matériaux qui se sont formés avec de l'eau. Ok, donc aujourd'hui, il n'y a plus que de la glace? Aujourd'hui, principalement de la glace. Ok, ça marche. On reparlera de l'eau tout à l'heure un peu plus en détail. Gabi, t'en es où? Donc là, on est encore sur la zone d'habitabilité dont on vient de parler. Et tu vas te diriger vers une nouvelle mission. Exactement. A priori. Voilà. Donc je vais quitter cette base pour aller vers une autre partie de la base. Ouais. Et on va sûrement découvrir un autre enjeu de la mission, qui est de effectivement partir sur les tempêtes en approche. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on dit qu'elle est bien mignonne, cette petite planète avec son eau, sa surface, etc. Mais elle est un peu hostile aussi, notamment quand on parle de tempêtes. Sabrina, est-ce que peut-être qu'avant qu'on parle un petit peu de ces tempêtes, tu as ramené des sublimes globes. Oui, je tiens à le féliciter parce qu'ils sont incroyables. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit tour d'horizon de la géographie martienne? Oui, on va faire un petit peu un peu de topographie, puisqu'elle est assez intense sur cette petite planète.
beaucoup plus petite que la Terre en taille et en masse, je rappelle, mais topographie très intéressante. Déjà, on voit qu'il y a une dichotomie nord-sud. Alors le globe, normalement, vous le voyez. Donc toute la partie nord est bien différente de la partie sud. Sur l'hémisphère nord, on va plutôt avoir des vastes plaines sous le niveau de référence martien, alors que sur l'hémisphère sud, on va avoir des plateaux très cratérisés. On a des structures gigantesques, on a notamment des volcans. Alors, il faut que... Voilà, il va falloir revoir ma géographie martienne. Quand tu parles de volcans, c'est des volcans comme sur notre planète ? Comme sur notre planète. Alors, à la différence, sur Mars, il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, on a des volcans énormes, l'accumulation de matière. Donc, par exemple, on a le mont Olympe, ici, qui culmine à 22 km. Donc, ça fait une sacrée rando. Oui, 22 km par rapport au niveau de référence. On a la chaîne Tharsis, là, on en a 3, c'est pareil. À peu près une quinzaine de kilomètres. Donc, on a ces grandes structures, ces grands volcans. On a la grande balafre ici au milieu, Valles Marineris, donc c'est un canyon. Alors c'est pas forcément fait par l'eau, même ça n'a pas été fait par l'eau, mais on appelle ça quand même un canyon. Et là c'est pareil, on a comment dire une hauteur de 10 km à certains endroits, donc c'est absolument gigantesque. Donc on a ces volcans, on a Valles Marineris, on a des grands bassins d'impact comme ici, si j'arrive à retrouver. Voilà, Hellas Planitia, ici donc des bassins d'impact, donc des impacts d'astéroïdes à la surface de Mars, assez conséquents. On a évidemment les calottes polaires, donc calottes polaires sud et nord que l'on peut voir avec un petit télescope depuis la Terre qui s'observe très bien. On voit les calottes polaires ? On peut voir les calottes polaires, oui. T'as un endroit préféré sur Mars ? T'es déjà allé sur Mars ? Alors la Schiaparelli, c'est pas mal. Pourquoi ? Alors, Schiaparelli, c'est un cratère à peu près de 500 km de taille, donc c'est un beau cratère. Et pour la petite histoire, on a voulu envoyer une mission, mais ça ne s'est pas très bien passé. Mais voilà, c'est un cratère d'impact qu'on a voulu aller étudier. Malheureusement, la mission s'est un petit peu crashée, mais ça ne veut pas dire qu'on ne réessayera pas. Ça marche. Gabi, t'en es où ? Je danse avec les autres avatars en attendant, mais je suis en face de la mission Tempête en approche que je lance tout de suite. Voilà. Eh bien, peut-être que pour anticiper le temps que tu arrives à ce point de mission, Sabrina, tu parlais de tempête. Oui. C'est quoi cette histoire de tempête sur Mars ? Pourquoi il y a des tempêtes sur Mars ? Alors, vous avez peut-être déjà vu des photos effectivement de Mars, les jours des tempêtes et les jours où il n'y a pas de tempête. Alors, les grandes tempêtes globales sur Mars, c'est pas tous les 4 matins, mais quand ça arrive, eh bien, on ne voit plus du tout la surface de Mars. C'est une boule orange, on ne voit absolument plus rien. En parlant de boule orange, là, je lance les photos. Voilà, j'ai comme mission de prendre des photos. Je suis sur un satellite et je dois prendre des clichés. Et donc, c'est censé être de plus en plus difficile là. Je dois faire des photos des tempêtes, du coup. Voilà, et j'attends que ça tourne, donc il faut attendre un tour complet à chaque fois si je me rate. Voilà, j'ai fait une première photo. Du coup, Sabrina, qu'est-ce qui favorise ces phénomènes de tempête ? Alors, ces tempêtes, surtout ces tempêtes globales, vont être liées au cycle du CO2, donc, que l'on peut trouver sur Mars. Donc, il faut savoir que l'atmosphère de Mars elle est principalement à 98% composée de CO2. Ce CO2 qui se condense, qui se sublime, ce CO2 que l'on retrouve dans les calottes polaires martiennes. Et ce CO2, donc, lorsqu'il se sublime, par exemple, il va y avoir des masses d'air assez importantes lors de la sublimation du CO2, ce qui fait qu'il va y avoir des variations de la pression atmosphérique assez gigantesques. Il va y avoir les poussières qui vont être balayées dans l'atmosphère assez facilement. On peut avoir des tempêtes locales et puis on peut avoir des tempêtes globales comme ça où c'est vraiment toute la planète qui est balayée et qui répartit toute cette poussière sur le sol martien, toute cette poussière orange qui est de l'oxyde de fer, donc de la rouille que l'on retrouve vraiment partout puisque balayée par ces tempêtes. Et c'est à quelle fréquence ces tempêtes ? Voilà, j'ai eu ma photo. Alors là, par exemple, on en a une 2001 qui a été prise par la sonde MRO, donc de l'ESA, effectivement, où on voit un front de tempête. Donc là, on voit très clairement la limite. Et avec la collaboration du CNES aussi, il ne faut pas oublier. Oui. Ouais. En mode Mad Max, quoi, vraiment le front qui arrive. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'atmosphère de Mars, elle est très peu dense. Donc même s'il y a beaucoup de particules là et qu'elles vont très vite, là il est marqué 200 km/h, ça fait l'effet d'une petite brise, puisque on n'oublie pas,
atmosphère très ténue, hein, beaucoup plus ténue que celle de la Terre. Alors tout à l'heure tu le disais, ces tempêtes, elles soulèvent une quantité de poussière importante. Je crois que ça a causé quelques soucis au petit rover Opportunity. Oui, malheureusement pour lui. Alors c'est pas le seul, hein, mais Opportunity, on a perdu contact avec lui en 2019, hein, définitivement. C'est dès 2018, il y a eu une tempête. Et donc ces batteries n'ont pas pu se recharger correctement parce que la poussière s'infiltrait partout, notamment, effectivement. Et à partir de là, on ne pouvait plus communiquer avec lui et lui plus faire grand-chose. Donc c'est un véritable souci, hein, pour les rovers sur Mars. Depuis tout à l'heure, on parle du mot tempête. Petite question bête, c'est quoi la différence avec les tempêtes qu'on a sur Terre, nous ? La différence avec nos tempêtes à nous sur notre planète Terre. Parce que nous, c'est plutôt du vent, c'est plutôt... Là, ça dépend. Alors, les tempêtes locales, on voit plus ça comme effectivement une tempête gigantesque, mais on peut retrouver des petites tempêtes locales qu'on a sur Terre, hein, les Dust Devils, là, les petites tornades que d'ailleurs nos rovers ont pris en photo, hein, Opportunity. On peut retrouver ça sur Internet. On voit ces tempêtes et il y a même le premier son martien, enfin un des premiers sons martiens, c'est pas le premier, de ces tempêtes enregistrées par Perseverance, puisqu'il est vraiment à l'écoute de ce qui se passe sur Mars. Alors depuis tout à l'heure, on parle de rovers, plein de rovers. On a évoqué Opportunity. Je crois que Gaby, tu te diriges vers ta prochaine mission. Exactement. Voilà. Donc là, je suis dans une autre partie de la base. Comme on avait pu voir sur la petite carte au début, c'est la partie de pilotage. Ok. Donc là, je vais voir un troisième ami artificiel, Sir Liu, qui me propose de me virtualiser dans un rover. Trop bien. Ça va être pour récolter des échantillons. Et on me dit que c'est à proximité du cratère Schiaparelli, si ça vous parle. Et je les passerai au crible afin de vérifier s'il y a de l'eau. Ça marche. Sabrina, question simple, c'est quoi un rover ? Enfin, simple. Un rover, alors ça c'est le terme en anglais, en français on dit astromobile, mais rover c'est plus rapide, hein, j'entends bien. Donc un astromobile, ça va être un petit laboratoire sur pattes en fait, hein. Ça va être un robot par exemple comme Perseverance, un rover c'est 1 tonne à peu près avec charge utile de 70 kg. Donc charge utile c'est tous les objets, tous les instruments scientifiques intéressants. Le reste, hein, la tonne c'est les roues, c'est tout ce qui fait marcher le robot. Et ça, ces petits robots, ils parcourent la surface martienne. Alors je vois venir, ils font pas le tour du globe, hein, même si Mars est plus petite, ils font des dizaines de kilomètres généralement, parce que ces robots, pour les déplacer, c'est pas si évident que ça. Il faut faire attention à chaque petit caillou, hein, faut pas endommager les roues, parce que s'il perd ses roues, le robot, c'est fichu pour lui. Donc c'est, pointe de vitesse de Persévérance, je crois, c'est 600 mètres en un week-end. Oh wow. C'est lui le plus rapide sur Mars. Donc là, moi, je vais lancer le rover. Je vais me virtualiser et je suis sur l'écran de démarrage où on va me dire que la manipulation, la conduite du rover change un peu. Okay. Et vous allez même voir que c'est pas si facile que prévu. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de déplacement de rover, mais Sabrina, ça ne sert pas qu'à se déplacer, un rover, du coup, sur Mars. Tu parlais de petits laboratoires ambulants. Oui, il y a tout un tas d'instruments. Ouais, à quoi ça sert, du coup, un rover ? Typiquement, là, on voit un rover qui va faire des carottes, donc il va forer dans le sol et prendre des échantillons, il va collecter des échantillons. Il va les analyser, hein, sur place, donc il va faire ce qu'on appelle les observations in situ. C'est exactement ce que fait Perseverance. Perseverance, il a tout un tas d'appareils, hein. Il va analyser des échantillons et il va également en conserver pour pouvoir les ramener un jour peut-être sur Terre. Ok, donc Perseverance, pour reprendre cet exemple, il peut collecter, faire des carottes. Il n'est pas parti tout seul, je crois aussi, il est parti avec un drone. Il est parti avec un petit drone Ingenuity, qui malheureusement ne fonctionne plus, mais qui a déjà bien fonctionné depuis cet hiver, hein. Il a déjà bien donné, donc c'est un petit hélicoptère. Alors il faut imaginer, hein, dans cette atmosphère très peu dense, pour faire décoller quelque chose, c'est pas évident. Donc il a des énormes pales comme ça qui tournent très 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 vite. Et il a fait plus de 50 vols, hein, je crois. Toujours en restant proche de Persévérance. Et ça permettait, donc il avait une caméra à son bord, hein, ça permettait également de faire un petit peu l'éclaireur pour Persévérance, puisqu'encore une fois, il faut faire très attention où est-ce qu'on roule. Si on voit des dunes d'argile, il ne faut absolument pas s'enliser dedans, ce qui est arrivé à un des rovers d'ailleurs, avant Persévérance. Donc là, le Ingenuity, il pouvait comme ça éclairer le chemin de Persévérance. C'est chouette de voir aussi au fil du temps les nouvelles technologies qui sont envoyées en complément des rovers. Gaby, du coup, on a vu que tu étais en train de faire des petits forages. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'essaye de manipuler un rover comme je peux. Il y a une physique, une gravité un peu particulière. Et en même temps que je pilote,
il faut que je trouve le bon moment pour faire le forage et en même temps que je vous parle. Donc, Sabrina, comment ça se pilote un rover à distance? Il y a combien de personnes qui sont là-dessus, par exemple sur Persévérance? Alors, T'as une idée? Oui, alors le nombre de personnes, non, mais il n'est pas tout à fait autonome. C'est pour répondre à cette voilà, question. ça. Effectivement, ça fait un peu voiture téléguidée, mais en amélioré quand même. Donc, c'est vraiment des lignes, des commandes qu'on lui envoie pour la journée d'après. Et on lui dit, bon, bah, tu vas faire ça, tu vas aller là, et tu vas étudier ça. Et lui, il les reçoit la journée, il se réveille, et hop, il sait ce qu'il a à faire. Donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionne, un robot. Donc on comprend tout à fait qu'on ne peut pas toujours communiquer avec lui. Déjà, pour communiquer avec un rover, c'est quelques minutes pour traverser tout cet espace, à peu près 7-8 minutes. On comprend également que quand Mars se retrouve de l'autre côté du Soleil, a priori, communiquer, c'est compliqué. Donc voilà, il faut bien avoir en tête, ils ne sont pas totalement autonomes, ils sont autonomes à un certain point. Par exemple, si on lui dit, tu vas d'un point A à un point B, lui, il va faire l'analyse tout seul, quel est le meilleur chemin. Il va voir un caillou, il va faire oh, hop, il va se déplacer. Voilà, ça, il sera assez autonome pour le faire. Et pour revenir à Persévérance, lui, Oui. il est encore en activité sur la planète rouge. Oui. Qu'est-ce qu'on attend de Persévérance? bon, je vous laisse le score un peu, mais j'ai fait mieux. C'est Oui, vrai. on a vu que tu C'est vrai. galérais. Non, on attend Persévérance qui collecte tous ces échantillons, parce que dans ces échantillons, on a plein de choses intéressantes, plein de sédiments, plein de cailloux sympas, et potentiellement des fossiles si il y a eu développement de la vie sur Mars. Des fossiles de bactéries, de micro-organismes. Oui, Ça on ne parle pas de cerise petits sur le bonhommes gâteau. verts, Non, pas de petits poissons. Il y a d'autres missions qui sont prévues, d'autres rovers qui vont être envoyés sur Mars dans les prochaines années? La prochaine mission qui serait bien, là, c'est le Mars Sample Return, c'est d'aller collecter ces échantillons. Okay. Donc de faire revenir, oui, parce que d'envoyer effectivement un atterrisseur qui récupère ces échantillons et puis repartent et qui reviennent sur Terre. Ouais. Incroyable. Gabi, alors on en est où? De l'eau sur Mars. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc de l'eau sur Mars, on a vu qu'il y en avait à l'état solide. Oui. Comment ces rovers ils peuvent nous aider dans cette quête d'eau, de compréhension un peu des cycles de l'eau, de ce qui s'est passé au niveau de l'eau sur Mars? C'est avec tous les instruments à bord, où on a pu effectivement montrer, découvrir des argiles déjà, donc tous ces sédiments qui se forment dans l'eau. Alors là, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu es toujours dessus, Gabi, où on voit le Phoenix. Phoenix, un atterrisseur qui est quelque part dans les latitudes un petit peu plus hautes, au pôle Nord. Et lui, il avait un bras pour gratouiller le sol. Alors, il ne pouvait pas rouler, il n'y avait pas de roue. Mais avec son bras, il gratouillait le sol. Et puis, on a vu de la glace, parce que la glace, il y en a vraiment partout sous le sol martien. Assez rapidement, vous gratouillez et vous lavez. Et on voit, en fait, sur la photo, on voit la sublimation de la glace. Donc lorsqu'il fait chaud, vous avez la glace comme ça qui se sublime et qui devient à l'état de vapeur. Donc là, ce qu'on voit à gauche, c'est ce qu'il a gratouillé. Oui, c'est ça. Alors c'est pas facile à voir, mais on voit quand même qu'il y a une petite différence assez subtile. Voilà, exactement. Donc voilà, la glace, il y en a partout. On l'a analysée avec notamment les rovers et puis les atterrisseurs. Donc on sait qu'il y a de l'eau sur Mars, principalement, on est d'accord, sous forme solide. Au niveau des pôles, les pôles, si vous les faites fondre, vous recouvrez la planète d'eau liquide. Et puis vous en retrouvez également sous le sol. Au niveau des rovers, peut-être sur la petite planète, le globe que tu nous as ramené, ils se situent où? Ils sont tous au même endroit, les rovers? Non, justement, ils sont dans les endroits où potentiellement, on savait qu'il y avait de l'eau il y a 3,5 milliards d'années. Donc ça va être, par exemple, des grands bassins. Là, Persévérance, il est à G0. Donc c'est un cratère d'impact où on pense qu'il y a eu un lac, en fait. Et il y a un delta. Donc s'il y a un lac, un delta, on peut trouver des dépôts intéressants et voilà, ce genre d'ingrédients. Ok, ça marche. Gabi, du coup, tu as réussi cette nouvelle mission. Bravo. Ouais. Merci. Qu'est-ce que tu fais pour la suite? Là, il faut que j'envoie un message à la Terre. Et donc, je vais me diriger vers une console qui est juste à côté de moi. Mais je crois que c'est pas si facile que ça d'envoyer un message depuis Mars. Ouais, tu parlais des temps de latence, de communication, etc. Est-ce que dans le futur des rovers, on peut imaginer peut-être des rovers avec, je sais pas, des IA intégrés pour avoir plus d'autonomie? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont projetées Je ne sais pas, pour être honnête, mais j'imagine, oui, effectivement, parce que le problème d'autonomie, c'est un problème en soi. De ne pas pouvoir communiquer avec son rover et qu'il ne puisse rien faire. J'imagine qu'on peut améliorer ça. Super. Alors Gabi, tu as envoyé ton petit message sur la Terre? Ouais, et là, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais on nous dit qu'il y a 5 minutes de délai. Okay. Et encore là, c'est dans plus ou moins la condition optimale. Hein. Oui.
Oui, continue l'aventure. Moi, j'arrive au bout de cette première partie d'aventure. Super. Voilà. On voit bien la petite poussière qui est rentrée dans la base, hein, dont tu parlais, Sabrina, il y en a partout. Faut faire le ménage. Oui, toi tu vas t'arrêter là, mais on rappelle à celles et ceux qui nous regardent qu'il ne faut pas hésiter à aller jouer en ligne parce que le jeu est top, il est vraiment immersif et on apprend vraiment un tas de trucs, c'est super intéressant. Peut-être Sabrina pour continuer la discussion. Oui. On envoie des rovers, mais on a projeté aussi des humains ou pas du tout d'envoyer des humains? Alors je ne sais pas ce qui en sera pour les astronautes, mais on se rend compte de toute façon que les conditions elles sont assez terribles. Hein. Je dis c'est moins 62 degrés température, au plus froid au pôle Nord, hein, c'est moins 130 degrés. Atmosphère, c'est du CO2, on respire pas très bien dedans. Pas de magnétosphère, donc ça veut dire pas de protection contre le vent solaire, donc cancer assuré. Donc voilà, on a tout un tas quand même de gros problèmes. Si on arrive à résoudre tout ça, il faut trouver, si on veut s'implanter, faut trouver un endroit où il ne fait pas trop froid, donc a priori à l'équateur, où on a accès à de l'eau. Alors là, on a une belle carte qu'on a pu voir, justement de l'eau sous le sol, mais il faut quand même de l'eau en quantité, sinon on ne va pas y arriver, et des terrains assez plats, donc on a quand même des conditions assez compliquées pour envoyer des astronautes. Oui, parce qu'il faut ramener aussi du matériel, il ne faut pas ramener que des humains, il faut élaborer une base du coup, parce que c'est compliqué de rester à l'extérieur. Donc ça soulève quand même un tas de challenges. Oui. Pour l'instant, les robots, ça marche bien. Pour l'instant, les robots, ça marche bien. Est-ce qu'on pourrait imaginer, comme dans le jeu, d'avoir des robots humanoïdes qui viennent nous aider dans nos tâches? Ça serait rigolo, oui. Est-ce que, on a parlé de Mars, est-ce qu'il y a d'autres planètes candidates un peu, je ne sais pas, que ce soit la question de l'eau ou d'envoyer des humains ou... Alors, envoyer des humains, je ne sais pas trop, mais tout ce qui est question d'eau, alors il faut savoir déjà que l'eau dans le système solaire, il y en a partout. C'est une molécule facile à faire, elle est stable, elle utilise de l'hydrogène, l'oxygène, l'hydrogène c'est l'élément le plus abondant, l'oxygène il est pas loin derrière. Il est très loin derrière, mais il est plutôt bien positionné. Donc la molécule d'eau, elle est facile, on la retrouve partout. Maintenant, sous forme liquide, c'est plus compliqué. En surface, il n'y a qu'une planète qui arrive à avoir les bonnes conditions, c'est la Terre. Par contre, de la glace, on en trouve partout, d'autant plus qu'on s'en éloigne. Et si on va du côté de Jupiter et de Saturne, eh bien on trouve ces mondes super intéressants dont on va entendre de plus en plus parler, ce qu'on appelle les mondes gelés, ou les mondes des lunes glacées, c'est comme on veut. Ça, ce sont des mondes dans lesquels vous avez une banquise, donc de la glace d'eau principalement, et puis sous cette banquise, vous avez des océans d'eau salée notamment. Donc de l'eau liquide en abondance. Tu as des exemples de... Oui. Alors autour de Jupiter, on a Europe et Ganymède. Europe qui va être visitée par la sonde Europa Clipper, donc de la NASA, qui va arriver en 2034. Et on a Ganymède, qui est juste un petit peu plus loin, qui sera visitée par JUICE, pareil, en 2034, pour justement caractériser un petit peu mieux ces banquises et ces mondes. Et ça, autour de Saturne, également, vous avez Encelade, où on a pu voir les geysers, on a vraiment vu la vapeur d'eau. Parce que pour les autres, on ne sait pas encore, on n'est pas sûr, alors que pour Encelade, on a vraiment vu le geyser. On a Encelade autour de Saturne, on a Titan, avec ses lacs de méthane, qui sera visité par Dragonfly en 2035-36. Donc Dragonfly, c'est pareil, ça va être un hélico. Et puis on a, depuis un an, on sait que Mimas, maintenant, elle a un océan d'eau sous sa banquise. On s'intéresse autant à l'eau? Parce que c'est un des ingrédients pour la vie telle qu'on la connaît, donc sous forme de carbone. Donc l'eau, c'est un très bon solvant, ça mélange tout ça, et c'est parfait pour faire de la chimie. Donc de l'eau sous forme liquide, c'est un des ingrédients. Ça ne veut pas dire que forcément, si on a l'eau liquide, on va trouver des micro-organismes, ce genre de choses, mais on va quand même aller voir. Oui. Voilà. Et niveau habitabilité de Mars? Oui. Oui. Habitabilité. Est-ce qu'on pourrait aller habiter sur Mars? Alors peut-être qu'il y en a qui ont envie d'aller habiter sur Mars. Je rappelle les températures. Alors c'est vrai qu'il peut faire un petit 20 degrés au niveau de l'équateur. La vue est sympa peut-être. Voilà. La vue, oui. C'est vrai qu'on a des transits de la Terre, alors pas tout le temps, mais on voit Phobos et Deimos qui tournent assez vite. Phobos fait le tour de Mars en 8 heures, donc on le voit souvent comme ça dans le ciel, ça peut être sympa. Faut se protéger de la poussière, bien sûr. Habiter sur Mars, je ne sais pas. Ça reste quand même le problème des radiations et de l'eau. C'est pas des petits problèmes. Et toi, c'est quelque chose qui te passionne, fascine, vu que tu travailles quand même, c'est ton domaine. Est-ce que Mars, c'est quelque chose qui t'a toujours un peu fasciné? C'est pas ma planète préférée, mais elle est très intéressante, on peut rien dire, tout ce qu'il faut, potentiellement des fossiles de vivants, alors je crois que voilà, tout ce qu'il faut pour intéresser. C'est quoi ta planète préf? C'est Jupiter. Pourquoi? Très jolie couleur. Et les nombreuses lunes gelées qui lui tournent autour, évidemment. Ça marche. Gabi, toi, t'as quitté le jeu, ça y est? Non, je m'acharne à faire un meilleur score dans le rover. Voilà.
peut-être avant de finir cette discussion, Gaby, tu peux nous faire un rappel un peu sur comment est dispo le jeu, pour qui, quand, comment, etc. Ouais, le jeu il est disponible depuis le site de la Cité des Sciences, mais Ouais. on peut aussi le retrouver sur une plateforme directement qui s'appelle Spatial. J'avais évoqué rapidement tout à l'heure les métavers, et nous on avait choisi Spatial parce que par rapport à ce qui s'est développé depuis 2 ans, comme des choses comme Decentraland ou Roblox ou encore Sandbox, c'était ce qui permettait le mieux de se coller à un environnement de développement de jeux vidéo et du coup d'être assez libre dans à la fois les contenus scientifiques qu'on peut mettre et le scénario qu'on voulait développer. Et là, donc il y a toute une partie du jeu qui permet de explorer librement et gratuitement les premiers niveaux, en fait tout ce qu'on a vu sauf le rover. Et si on s'acquitte, petite partie commerciale, mais de la modique somme de 1,99 €, on peut continuer l'expérience. Et l'expérience, elle dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Et après, il y a toute une partie rejouabilité. Là, on voit bien, on peut s'amuser à faire le meilleur score en rover. Étant donné qu'on peut être à plusieurs, ça peut être une sorte de défi. Trop cool. Il y a chose qu'on n'a pas vue, c'est le pilotage de drones hélicoptères, qui est parfois pas évident pour les débutants, mais qui du coup est sympa. Et il y a aussi des petites choses cachées, notamment la question que tu avais posée au début. C'est quoi cette base? Où sont les humains? Oui, j'allais te demander, est-ce qu'à la fin on sait quand même ce Il y a qui une s'est passé? petite quête, un peu comme les gens qui aiment bien les jeux de rôle, les jeux de quête. Il y a des petits objets cachés dans la base. Des objets, des pages de carnet, des images. Et si on collectionne tout ça, on arrive à trouver cette réponse. Trop chouette. Il y a d'autres jeux comme ça qui sont prévus? Un Un peu dans le genre métavers. Moi, j'en ai moins la connaissance. ok. Évidemment, je pense que oui, mais ça, ce sera dans quelques années, quoi. Ça marche. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Sabrina, Gaby? Non, en tout cas, j'ai même un petit peu loin, mais virtuellement, j'ai passé un bon moment avec vous. Voilà. Enfin, on a quand même vu que tu galérais sur les rovers. Merci beaucoup, Gaby, c'était super Voilà, merci, intéressant. merci à toutes on les vous deux. rappelle du coup que le jeu Mars 2084 est dispo en ligne via notamment le site de la Cité des Sciences, et que donc nous avons eu cette discussion dans le cadre du Festival des créations immersives, et que ce festival continue toute la semaine jusqu'au 6 avril à la Cité des Sciences et de l'Industrie où nous étions aujourd'hui pour faire ce live. Si ça vous intéresse, toi, on peut te retrouver où, Sabrina? On peut me retrouver aux Étincelles, donc c'est la structure éphémère du Palais de la Découverte, dans le 15e, au Planétarium, où nous avons des séances, notamment sur Mars. Trop bien. Donc tu fais des séances au Planétarium, mais tu as d'autres choses au niveau médiation sur place? Alors on a les géologues qui s'occupent des cailloux et Trop qui bien. offrent des médiations sur la géologie martienne. Super. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce live. C'était trop cool. Merci Sabrina, merci Gaby. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube de la, j'allais dire de la boîte à curiosité, pas du tout, de la Cité des Sciences, mais aussi celle-ci. Merci à tous pour ce live, c'était super. Et puis on se dit un de ces quatre. Merci. T'as été super concise.